C'est bon. Bonsoir à tous et bienvenue pour cette conférence IPSA Toulouse. Nous avons le plaisir d'avoir comme conférencier ce soir Monsieur Fabrice Lamaret, qu'une grande partie d'entre vous connaissez, sinon tous. Monsieur Lamaret, quelques mots sur son parcours jusqu'à ce moment, quand vous avez le plaisir de l'avoir en cours. Monsieur Lamaret a choisi très rapidement l'astrophysique comme spécialité. Il a été majeur de sa promo en l'équivalent de Master 1, suivi par un doctorat. Il a obtenu son doctorat en astrophysique au sujet de l'évolution cosmologique des propriétés physiques des galaxies. Monsieur Lamaret est passionné par le vol. Il a d'ailleurs une licence en tant que pilote de ULM et pilote privé. Il se passionne rapidement aussi par la transmission de son savoir en astrophysique et pas seulement, aussi en astronomie, en s'impliquant bénévolement et professionnellement dans les ateliers de vulgarisation et de médiation scientifique sur ce sujet qui le passionne tant. Il a été enseignant-chercheur à l'IRAP, l'Institut de recherche d'astrophysique et planétologie. Ensuite, enseignant à l'IUT de Paul Sabatier. Et finalement, pendant de nombreuses années, médiateur scientifique à la Cité de l'Espace, où j'ai eu le plaisir de le rencontrer. Aujourd'hui, il est enseignant en aéronautique et spatiale à IPSA Toulouse, et pas seulement, bien évidemment, vous avez le plaisir de participer et à bénéficier de son savoir dans de nombreux cours en cours prépa. Monsieur Lamaret, la parole est à vous ce soir et nous vous remercions d'avoir accepté de faire cette conférence pour nous. Merci pour cette présentation et merci pour l'invitation. C'est donc avec grand plaisir que je vais vous parler de ce sujet qui m'intéresse depuis très longtemps, l'astronomie et plus particulièrement la relativité en astronomie. Alors, n'hésitez pas à me poser des questions pendant tout le live. Je les vois là sur mon second écran, donc je pourrai m'interrompre pour y répondre. Donc, ne soyez pas timides. Ce sera avec grand plaisir. Alors, le plan de ma présentation, il va être un peu plus simple. 1, la relativité restreinte. 2, la relativité générale. Voilà. Comme ça, on ne peut pas faire plus simple. Alors, on va commencer par la relativité restreinte, qui a été, comme la relativité générale, découverte par Albert Einstein au début du XXe siècle. Savoir qu'avant Einstein, on parlait déjà de relativité. La première personne à avoir parlé de relativité en physique, c'est Monsieur Galilée, en 1632, qui a fait diverses expériences. Par exemple, il a essayé de jeter des objets du haut de la tour de Pise pour voir ce qui se passait. Il a fait plein de petites expériences en physique, comme vous le savez peut-être aussi. Galilée a pointé une lunette vers le ciel, mais ce n'est pas de ça que je parle aujourd'hui. Je parle vraiment d'expériences en physique théorique et expérimentale. Et en fait, ce qu'il a démontré, Galilée, c'est que toutes les expériences se produisent à l'identique, quel que soit le référentiel dans lequel on est. Alors, pour comprendre ce concept, je prends l'exemple de la barque, qui est un exemple classique. Donc, vous avez imaginé une barque qui vogue sur des flots assez calmes, pas des flots tumultueux. La barque est en translation rectiligne uniforme, c'est-à-dire qu'elle se déplace ici vers la gauche. Imaginons qu'on fasse tomber sur cette barque une pomme. Enfin, pour faire un petit clin d'œil à Newton. Je fais tomber la pomme sur ma barque, et la pomme en fait, va tomber sur la barque, exactement comme si la barque était immobile. La pomme va tomber tout droit par rapport à la barque. Ça veut dire que, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, Galilée a énoncé que les expériences physiques se produisent à l'identique, quel que soit le référentiel. Alors, on appelle ça d'ailleurs des référentiels galiléens, mais à l'époque, il n'était pas prétentieux, il ne leur avait pas donné son nom. On parle de référentiels
inertielle ou de référentiel en translation rectiligne uniforme. Ce qui est le cas d'une barque sur un cours d'eau tranquille. Elle se translate à une vitesse constante. Voilà, vous lâchez votre pomme sur votre barque, elle va tomber comme si votre barque était immobile. Et ce qui veut dire, par contre, et c'est là où ça devient intéressant, c'est le schéma du bas, c'est que pour un observateur extérieur, eh bien lui, il va voir tomber la pomme en diagonale. L'expérience de chute de la pomme se reproduit à l'identique quand on est immobile ou quand on est sur la barque, pour les personnes qui sont sur la barque. Mais pour un observateur extérieur, l'expérience sera différente. Il va voir la pomme tomber en diagonale. Donc cette notion d'observateur, c'est quelque chose de très important et qui va être un peu un fil conducteur de cette présentation. Alors, j'ai envie de vous montrer quelques petites formules aussi, mais n'ayez pas peur, il n'y a rien de bien compliqué. La formule de la relativité classique, telle qu'énoncée par Galilée, c'est que la position observée de la balle, de la pomme, la pomme qu'on fait tomber, est égale à la position de la pomme dans la barque, moins la vitesse de la barque fois le temps. Donc, plus la barque se déplace vite, plus la position de la pomme par rapport à un observateur extérieur va être déformée. Dans cette équation, le temps, c'est un temps absolu. On appelle T, c'est un temps qui s'écoule de la même façon partout, quel que soit le référentiel, et qui sert de référence absolue pour tout le monde. Ce qui découle de ces expériences de Galilée aussi, c'est qu'une vitesse ou une position ou une accélération sont des concepts qui n'ont pas de sens si on ne définit pas dans quel référentiel on les observe. La position de la pomme, elle n'a de sens que si on dit j'observe la position de la pomme par rapport à la barque ou j'observe la position de la pomme par rapport au mec qui est sur la rive. Si je ne dis pas par rapport à quel référentiel, ça n'a pas de sens. Voilà pour Galilée, qui a quand même découvert ici un élément important de la physique moderne, la loi de composition des vitesses, qu'on appelle. Quelques années plus tard, en 1865, on a les équations de l'électromagnétisme, qui sont des équations qui ont été découvertes progressivement et qui ont été synthétisées par M. Maxwell. On parle donc des 4 équations de Maxwell, qui n'a pas tout inventé, hein, il s'est basé sur les travaux de ses prédécesseurs. Je ne vais pas rentrer dans les détails de cette équation, ce n'est pas le but de cet exposé, mais je les ai mis quand même pour la forme, parce qu'elles sont jolies. Ce sont des équations qui relient le champ électrique, le champ magnétique, et la charge électrique, et aussi le courant électrique. Tous ces 4 concepts sont reliés dans ces 4 équations qui permettent effectivement de décrire toutes les lois de l'électromagnétisme. Alors, ce qui est intéressant dans les équations de Maxwell, c'est qu'elles marchent de la même façon dans le référentiel observateur ou dans le référentiel propre. Pour reprendre l'exemple de la barque tout à l'heure, si au lieu de faire tomber une pomme, je magnétise ma pomme avec un aimant, eh bien, ce sera les mêmes équations que j'observe ma pomme magnétisée dans la barque ou depuis la rive. Et donc, ça veut dire que la vitesse en fait, de la barque par rapport à une personne qui est sur la rive, elle ne semble pas avoir d'impact sur ces équations de l'électromagnétisme. Voilà. Donc, c'est un peu mystérieux comment ça se fait. Hein. À ce moment-là, les équations de Maxwell sont posées comme ça, mais on ne comprend pas bien ce qui se passe. Du coup, arrive une expérience très connue, qui est l'expérience de Michelson et Morley. Et donc, Michelson et Morley, en 1887, entreprennent de mesurer la vitesse de la lumière, c'est-à-dire aussi la vitesse des ondes électromagnétiques. À l'époque, on suppose en fait que les ondes électromagnétiques, elles sont dues à des vibrations d'un espèce de solide très rigide qui est tout autour de nous et qu'on appelait à l'époque l'éther. Voilà. On savait que les ondes sonores, c'était des vibrations de l'air qui nous entoure. Donc, par
Par analogie, on pensait à l'époque que la lumière et les ondes électromagnétiques étaient des vibrations d'un solide invisible à travers lequel on passe quand on bouge la main, mais qui interagirait avec les ondes électromagnétiques, qu'on appelle l'éther. Donc ils veulent mesurer la vitesse de la lumière pour mieux caractériser ce fameux éther. Pour cela, ils vont utiliser ce qu'on appelle un interféromètre. Alors, voici le concept d'un interféromètre. On va le décrire rapidement. On a à gauche une source lumineuse qui envoie de la lumière. Cette source lumineuse, elle va envoyer effectivement des photons de la lumière qui va pouvoir voyager par deux chemins différents. Trajet lumineux 1, les photons rebondissent sur le premier miroir qui est en diagonale, et vont aller sur celui que j'ai appelé le miroir 1 en haut, et ensuite revenir dans le détecteur en bas. Alors, il suffit de suivre les flèches rouges pour avoir ce premier trajet. Il se trouve que le miroir en diagonale, il est semi-transparent, donc il y a une deuxième possibilité, le trajet lumineux 2, où les rayons passent à travers ce miroir, ils vont sur le miroir 2, ils reviennent, et ils sont réfléchis vers le détecteur. Bon, quand l'appareil est bien réglé, les deux rayons lumineux arrivent en même temps, et ils vont faire ce qu'on appelle une interférence, d'où le nom interféromètre. Les rayons s'ajoutent, et comme c'est des ondes, eh bien ces ondes vont pouvoir s'ajouter de manière constructive ou destructive, un peu comme les vagues à la surface de l'eau. J'y reviendrai peut-être. Le but final de l'expérience, c'est de mesurer le vent d'éther. Ça veut dire de mesurer la vitesse, en fait, de la Terre par rapport à ce fameux éther, qui est, je l'ai dit, le solide dont les vibrations expliquent les ondes électromagnétiques. Alors, on va faire une petite animation pour comprendre ce qui se passe lorsque l'interféromètre est en mouvement. Donc, imaginons l'interféromètre dans sa position initiale. Un rayon lumineux est émis par la source, et ce rayon lumineux va arriver sur le miroir semi-réfléchissant qui est ouvert. Là, les deux trajets rouge et bleu se séparent. Le trajet rouge va vers le haut, vers le miroir 1, et le trajet bleu continue vers le miroir 2. Vous remarquerez qu'à chaque étape, mon interféromètre avance. Il avance, il avance, il avance. On voit que le trajet bleu retour est beaucoup plus court, puisque le miroir qui est en diagonale, il se rapproche de notre miroir 2. Donc, hop, les rayons lumineux ont moins de trajets à parcourir en bleu qu'en rouge. Et puis finalement, tous ces rayons arrivent sur le détecteur. J'ai mis en pointillé ici en fait les deux trajets qui étaient identiques, et il reste à voir la différence en fait entre le trajet rouge et le trajet bleu. En fait, si l'interféromètre était réglé au départ, s'il était réglé pour que les deux rayons rouge et bleu arrivent exactement en même temps sur le détecteur, ben là on voit qu'ils sont déréglés maintenant. Le trajet rouge est plus grand que le trajet bleu, du coup les rayons n'arrivent plus en phase, et ça peut se mesurer par ce qu'on appelle la figure d'interférence qui est détectée au niveau donc, du détecteur. Ça veut dire que si mon interféromètre va dans un sens, on devrait mesurer une différence, s'il va dans l'autre, on devrait mesurer une autre différence différente, si vous me permettez l'expression. Évidemment, cette différence des deux trajets, elle n'a d'impact que si la vitesse de la lumière varie. Si la vitesse de la lumière relative par rapport à l'interféromètre dépend dans quel sens on va. Mais il se trouve que non. Il se trouve que ça ne marche pas. En fait, Michelson et Morley ont fait l'expérience lorsque la Terre était à une certaine époque de l'année, je ne sais plus à quelle date exactement, mais ils ont fait cette expérience-là à un moment donné, et ils ont refait l'expérience 6 mois plus tard, lorsque la Terre, tournant autour du Soleil, allait en sens inverse par rapport à la vitesse qu'elle allait la première fois. La première fois, la Terre va dans un sens, et puis 6 mois plus tard, elle va dans l'autre, en tournant autour du Soleil. Mais ils ne trouvent aucune différence. Ils trouvent que la vitesse de la lumière est toujours la même. Elle ne semble pas varier en fonction de l'observateur. Rappelez-vous de la pomme tout à l'heure sur la barque.
pour un observateur extérieur, la pomme tourne en diagonale, donc elle a une vitesse différente de celle qu'elle a sur la barque. Bien, quand on mesure la vitesse de la lumière, quelles que soient toutes les expériences qu'on peut faire, on trouve toujours la même valeur. Donc ça, c'est vraiment une expérience fondamentale. Une solution qui a été trouvée, mais qui est un peu une solution, on ne comprend pas trop pourquoi, mais mathématiquement, on a quand même une solution, même si physiquement, on ne comprend pas d'où ça vient. C'est ce monsieur qui s'appelle Lorentz, en 1895, qui dit ça marche. Je peux expliquer cette expérience à condition que les longueurs se contractent le long du mouvement. Je reviens sur la diapo précédente pour qu'on voit la différence. Vous voyez, j'ai contracté légèrement les longueurs d'un facteur qu'on appelle le facteur de Lorentz. Et il a trouvé l'expression exacte qui permettait d'expliquer le fait qu'en contractant ces longueurs, finalement, le trajet rouge devenait égal au trajet bleu. Voilà, on a une solution mathématique qui marche bien, mais on n'a toujours pas le sens physique. On en est là, lorsque, en 1905, un jeune homme qui travaille au bureau des brevets va trouver la solution. En 1905, donc, Albert Einstein postule 3 choses. Le principe de relativité, il n'a rien inventé, c'est le principe qu'avait énoncé Galilée, qui disait que les vitesses, les accélérations, les positions des objets dépendent du référentiel dans lequel on les mesure. Et là où c'est nouveau, c'est que Einstein postule comme une loi physique l'invariance de la vitesse de la lumière dans le vide. Évidemment, dans l'air ou dans le verre ou dans d'autres matériaux, la lumière n'a pas tout à fait la même vitesse. Dans le vide, il suppose que la lumière va à la même vitesse tout le temps, quel que soit le référentiel. Et il en conclut aussi, à partir des équations de Lorentz, justement, il en conclut que la vitesse de la lumière est une limite indépassable. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que si vous ajoutez, vous avez une barque, prenons l'exemple de ma barque, on a la vitesse de la pomme qui tombe dans le sol. Si ma barque a une certaine vitesse par rapport à la rive, eh bien l'observateur qui est sur la rive va voir la pomme tomber plus vite qu'elle ne tombe en réalité dans le référentiel de la barque. Limite indépassable de la vitesse de la lumière, ça veut dire que si je fais aller ma barque à la vitesse de la lumière, eh bien la pomme tombera à la vitesse de la lumière, pas plus vite. Voilà. Einstein a eu le prix Nobel en 1905, mais pas pour cette découverte. Il n'a jamais eu le prix Nobel pour la relativité. Il a eu le prix Nobel, en fait, pour avoir expliqué en 1905 que les ondes électromagnétiques, en fait, c'était des particules qu'on appellera plus tard les photons. Donc Einstein démontre dans un autre article, pas dans celui-ci, que l'éther n'existe pas, le fameux éther dont je parlais tout à l'heure. Il n'existe pas, et les ondes électromagnétiques, c'est simplement des photons. Donc, ce sont ces photons eux-mêmes qui transportent le champ électromagnétique, qui vibre à travers ces photons. Voilà. Alors, on va maintenant expliquer ce qu'on appelle le principe de l'horloge relativiste, qui permet de mieux comprendre l'implication importante de cette invariance de la vitesse de la lumière, qui est supposée comme un principe physique de base. Alors, l'horloge de la relativiste fonctionne comme ça. Vous imaginez un faisceau laser, en fait, qui va rebondir sur deux miroirs, qui va parcourir une distance d. Et ce faisceau laser va faire des allers-retours comme ça, incessants, à la vitesse de la lumière. Une fois qu'on compte les allers-retours, une fois qu'on a atteint un nombre d'allers-retours correspondant au calcul nécessaire, on dit que l'horloge avance d'1 seconde. Donc, il suffit de calculer avec la distance qui sépare les deux miroirs, il suffit de calculer combien d'allers-retours sont nécessaires pour ajouter 1 seconde. Et dès que ce décompte est atteint, l'horloge compte 1 seconde de plus. Ça, c'est l'horloge de gauche. Supposons maintenant l'horloge de droite. Une horloge qui est en mouvement par rapport à un observateur. Ici, par rapport à vous qui regardez mon diaporama. La distance parcourue par le laser est plus grande. Et cette diagonale, hein, et comme pour la pomme sur la barque, la distance parcourue est plus grande.
Or, on suppose que la lumière va toujours à la même vitesse. Si c'était la pomme sur ma barque, là, je dirais ma lumière, elle parcourt une distance plus grande, toujours en 1 seconde, donc elle va plus vite. Il faut raisonner différemment. Il faut dire la distance est plus grande, mais la vitesse est toujours la même. Donc, ça veut dire qu'en fait, la lumière va mettre plus de temps pour parcourir cette distance du point de vue d'un observateur. Encore une fois, tout est question de point de vue. Ça, c'est le principe de relativité énoncé par Galilée au départ. Donc, pour une personne qui se déplacerait en même temps que l'horloge, eh bien, pour lui, l'horloge compte toujours le temps de la même façon. Mais pour une personne qui est immobile et qui voit l'horloge se déplacer, l'horloge compte le temps moins vite. Donc, c'est ça le principe relativiste. C'est aussi simple que ça. C'est le fait que quand mon horloge bouge, la lumière ayant plus de distance à parcourir, mais avec une vitesse qui, elle, ne change pas, elle va compter des secondes plus lentement que ne le fait l'horloge immobile. Mais pour un observateur donné, pour quelqu'un, encore une fois, qui avance en même temps que l'horloge, lui, il n'y aura pas de différence. Et cette différence de temps, elle dépend aussi de la vitesse à laquelle l'horloge se déplace par rapport. Voilà. Donc il faut imaginer la relativité pour bien la comprendre comme le temps que vous voyez, le temps que vous observez, c'est le temps que met la lumière pour parcourir une distance donnée, cette distance ayant été modifiée par le mouvement. C'est un peu comme si c'était une illusion d'optique, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu comme si voilà, on perçoit ce ralentissement de l'horloge parce que à cause des photons qu'on utilise, à cause de la lumière qu'on utilise dans cette horloge. C'est un peu comme si c'était pas réel, mais bon, ça l'est, c'est réel, c'est démontré que ça marche, tout ça. Allez, une petite équation pour le fun, c'est ce qu'on appelle la transformée de Lorentz, qui donne effectivement la position R' de la pomme, par exemple, sur une barque, en fonction de la vitesse à laquelle l'observateur se déplace, et en fonction du temps t, qu'on avait dit tout à l'heure qui était absolu, mais qui est dorénavant un temps dit propre. Voilà. Le temps propre, c'est le temps mesuré sur la barque, qui n'est pas le même que le temps observé par l'observateur. La vitesse de la lumière devient constante, mais le temps, lui, n'est plus absolu. À droite, vous avez le facteur de Lorentz, pour ceux que ça intéresse, le fameux facteur que Lorentz a découvert pour expliquer l'expérience de Michelson et moi. Voilà. On a une deuxième équation de Lorentz qui nous donne le temps observé, T', en fonction du temps propre T et d'autres paramètres. Je ne rentre pas dans les détails mathématiques de cette équation, mais on a effectivement deux temps, le temps propre sur la barque et le temps observé par la personne qui est sur la rive. C'est pas le même. Bon. Une chose que je voulais vous dire sur cette diapo, encore une fois, c'est pas la peine de s'apesantir sur les formules en elles-mêmes, c'est juste pour vous dire ici que si la vitesse à laquelle se déplace la barque, elle est très petite devant la vitesse de la lumière, on peut faire l'approximation, en fait, que la relativité d'Einstein, c'est la même chose que la relativité de Galilée. T' égale T, le temps redevient absolu, et on retrouve la loi de composition des vitesses classique de Galilée, avec un facteur de Lorentz qui vaut 1. Ça, c'est quand on suppose que la vitesse du référentiel est faible devant celle de la lumière. Ça veut dire que les effets de la relativité d'Albert Einstein, ce décalage temporel, là, ce temps qui devient relatif, ces effets, on ne les voit que dans des référentiels qui vont très très vite, à des vitesses proches de celles de la lumière. Conséquence, la dilatation des durées. En faisant quelques calculs, on aboutit à cette équation. Delta T' égale gamma fois delta T.
Gamma, c'est le facteur de Lorentz. Je vous rappelle, d'après l'équation, on peut en déduire facilement que gamma, il est supérieur à 1. Il ne vaut jamais entre 0 et 1. C'est toujours plus grand que 1, gamma. Ça veut dire qu'en fait, un intervalle de temps, une durée donnée, delta t, dans un référentiel propre, elle devient une nouvelle durée, delta t', dans le référentiel de l'observateur. Et le facteur entre les deux, c'est le facteur de Lorentz. Si une durée est plus grande, ça veut dire que le temps semble s'écouler plus lentement. Rappelez-vous ce qu'on a dit avec une horloge relativiste tout à l'heure. Les rayons lumineux qui parcourent une distance plus grande à la même vitesse, du coup, ils semblent mettre plus de temps pour parcourir l'horloge. L'horloge semble donc ralentir. D'un point de vue d'un observateur, le temps semble plus long. Donc, il voit l'expérience qu'il observe au ralenti. Ça, c'est quelque chose qu'on peut mesurer, par exemple, de nombreux exemples, par exemple les accélérateurs de particules, mais aussi cet exemple qui est un peu moins connu, c'est celui des muons. Les muons sont des particules qui sont créées dans l'atmosphère à cause de rayons cosmiques. Donc, les rayons cosmiques sont des particules de très haute énergie qui viennent de tout l'univers. Et lorsque ces rayons cosmiques arrivent dans la haute atmosphère, ils créent des gerbes de muons. Alors, le muon, c'est quoi? C'est une espèce d'électron très lourd. Et ces muons arrivent jusqu'au sol. Ils arrivent à être détectés jusqu'au sol, bien que, ça devient intéressant, ces muons sont des particules instables qui se désintègrent très vite. En fait, si on calcule le temps que met un muon pour se désintégrer, aucun muon ne devrait arriver jusqu'au sol et aucun ne devrait être détecté. S'ils arrivent jusqu'au sol, eh bien c'est bien parce que ces muons vont très vite et que pour un observateur qui est au sol, le temps des muons semble se dilater, semble ralentir. Donc les muons mettent plus de temps, du point de vue de l'observateur, à se désintégrer qu'ils n'en mettraient du point de vue du muon lui-même. Et comme ils mettent plus de temps à se désintégrer, bien ils atteignent le sol. Voilà. Donc c'est génial. Les muons, on peut les détecter dans des chambres à brouillard. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce que c'était, mais je vous invite à regarder. C'est assez sympa. On les voit vraiment à l'œil nu passer à travers le brouillard. C'est joli. Bon. Dans les accélérateurs de particules, on a des facteurs gamma d'un facteur 1000, c'est-à-dire qu'une particule qui vit une seconde avant de se désintégrer, dans un accélérateur de particules, à la vitesse incroyable à laquelle elle va, elle pourra vivre jusqu'à 1000 secondes, du point de vue de l'observateur, encore une fois. De son propre point de vue à elle, la particule, elle vit toujours la même durée. Si elle doit vivre une seconde, elle vivra une seconde dans son propre temps propre à elle. Mais du point de vue de l'observateur, elle peut vivre beaucoup plus longtemps, 1000 fois plus. Et les rayons cosmiques, qui sont justement ces fameuses particules qui interagissent avec l'atmosphère pour générer des muons, en fait, les rayons cosmiques sont des particules qui comptent énormément d'énergie. Cette énergie, c'est de l'énergie cinétique, ce sont des particules qui vont très très vite, à des vitesses vraiment très proches de celles de la lumière. Et elles sont tellement proches de la vitesse de la lumière, ces particules, elles vont tellement vite que leur temps se dilate d'un facteur 10 puissance 12, ce qui est assez énorme. Pour donner un ordre d'idée, j'ai mis cette image en dessous. Notre galaxie, la Voie lactée, elle fait 100 000 années-lumière. Pour traverser la galaxie à la vitesse de la lumière, il faudrait 100 000 ans. Mais d'un point de vue d'un observateur qui observe une particule comme ces rayons cosmiques qui traversent la galaxie dans leur temps propre, en 100 000 ans, mais du point de vue d'un observateur, il suffit de 3 secondes. 3 secondes pour traverser la galaxie qui fait 100 000 années-lumière, tellement le temps se dilate à cause de la relativité. Ça peut paraître un peu fou de dire ça comme ça. Le pendant en fait de la dilatation des durées, c'est la contraction des longueurs.
qui fait qu'une longueur quelconque, quelle que soit la longueur dont on parle, elle est divisée au contraire par le facteur gamma. Elle est plus petite, elle se contracte dans le référentiel de l'observateur par rapport au référentiel propre. Si on revient à l'exemple des rayons cosmiques, eh bien eux, dans leur référentiel à eux, la galaxie, qui se déplace par rapport à eux à une très grande vitesse, ne fait que 100 000 km de diamètre. Elle ne fait pas 100 000 années-lumière. Et c'est bien pour ça qu'ils arrivent à la traverser en seulement 3 secondes. La lumière va à 300 000 km par seconde. Donc il faut 3 secondes pour traverser 100 000 km. Tout est question de point de vue. Pour nous, qui sommes immobiles, la galaxie elle fait 100 000 années-lumière. Pour un rayon cosmique qui va très vite, la galaxie ne fait que 100 000 km. Il la traverse en 3 secondes. Et nous, quand on regarde le rayon cosmique traverser la galaxie, eh bien, on le voit la traverser en 100 000 ans, à cause de la dilatation du temps. Voilà. Bon, intéressant. Qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça? C'est vrai que ça a l'air amusant comme ça, mais on ne voit pas trop d'applications. Une des applications de la relativité restreinte, il y en a beaucoup, notamment dans les GPS. Je ne sais plus si j'ai prévu d'en reparler, on verra. Ce sera la surprise. Mais une des conséquences, c'est l'équation de Dirac. Voilà, Dirac, c'est ce jeune homme-là qui, en 1928, a fait une autre équation que l'équation de Schrödinger, en y ajoutant la relativité. Qu'est-ce que l'équation de Schrödinger? Pour ceux qui ne savent pas, c'est l'équation qui décrit la physique quantique. C'est l'équation qui explique les mouvements des particules en les considérant comme des ondes. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, ce n'est pas le but de cette conférence. Mais sachez que si on prend en compte la relativité et la physique quantique en même temps, on aboutit à l'équation de Dirac, qui a abouti à 2 découvertes importantes, le spin des particules et l'existence des antiparticules. On a peut-être entendu parler des antiparticules, qui sont des particules comme les électrons, les protons, les neutrons, mais avec tout inversé. L'antiparticule de l'électron, par exemple, ce sera ce qu'on appelle un positron. C'est comme un électron, mais de charge positive au lieu d'être de charge négative. Sinon, il a la même masse, exactement les mêmes caractéristiques. Ces antiparticules existent parce que on prend en compte la théorie de la relativité dans la mécanique quantique. Sans ça, on ne peut pas expliquer l'existence de ces particules. Voilà, donc ça a des implications importantes, hein, puisque on ne peut pas expliquer tout ce qui est physique nucléaire sans avoir cette équation de Dirac. Ça ne marche pas. Bien. Alors pour l'anecdote, je le dis au passage, une interprétation des antiparticules dans l'équation de Dirac, ce sont des particules qui vont vers le passé. Voilà, donc c'est fou. Pour ceux qui n'ont pas vu le film Tenet, ça parle de ça. C'est un très bon film à voir pour mieux comprendre les lois de la physique. Alors, en parlant d'applications dans le cinéma, vous avez peut-être aussi vu, j'ai oublié le nom de ce film, Interstellar, qui nous explique un peu les conséquences de la relativité. Et je vais tenter de vous expliquer l'une de ces conséquences à travers le fameux paradoxe des jumeaux de Langevin, qui n'est pas un vrai paradoxe. Hein. Ça peut paraître paradoxal quand on pose comme ça, mais en fait, ça n'est pas. Alors, imaginons deux petits bonhommes, c'est moi, vous l'avez peut-être reconnu, un qui est sur la Terre et un qui est dans une fusée allant à 3/5 de la vitesse de la lumière. Bon. J'ai pris ce chiffre totalement au hasard hein, pour les besoins de l'exercice. On peut calculer qu'une fusée qui s'éloigne de la Terre à une telle vitesse, elle a un facteur gamma de 1,25. Ce qui veut dire en fait que si on mettait une horloge relativiste dans cette fusée, on la verrait compter une seconde toutes les 1 seconde, 1 quart. On la verrait compter le temps plus lentement d'un facteur 1,25. Ça, c'est sans tenir compte de l'effet Doppler, un effet que je suis sûr vous connaissez tous, qui nous dit que quand une ambulance, c'est l'exemple qu'on prend le plus souvent, se rapproche de nous, on entend le pimpon plus aigu, et quand elle s'éloigne, on entend plus grave.
c'est une modification de la fréquence, en fait, qui fait que, là, appliqué à ce cas-là, le jumeau qui est dans la fusée et qui s'éloigne de la Terre, même ça, en fait, c'est valable dans les deux sens, chacun des deux jumeaux, quand il regarde l'autre aller un peu au ralenti, être tout, parce que sa fréquence s'est ralentie, un peu comme le pimpon de l'ambulance qui devient tout grave parce qu'il a une fréquence plus basse quand l'ambulance s'éloigne. Encore une fois, j'ai mis les équations pour ceux qui ont envie d'étudier des calculs à la maison, mais ce qu'il faut retenir ici, si on prend tout en compte, c'est que chacun des deux jumeaux, quand il regarde l'autre, il voit sa vie au ralenti d'un facteur 2. En allant à 3/5 de la vitesse de la lumière, on voit l'autre, sa vie s'écouler 2 fois moins vite. On le regarde, imaginons, on le regarde en live, hein, comme là, vous me regardez moi en live. Si je me déplaçais à 3/5 de la vitesse de la lumière par rapport à vous, en m'éloignant, eh bien, en tenant compte de la relativité et de l'effet Doppler, vous me verrez parler 2 fois moins vite que la réalité. Voilà. Ceci étant dit, imaginons maintenant que la fusée fait demi-tour au bout de 6 mois. Qu'est-ce qui se passe pour le personnage qui est dans la fusée? Il fait demi-tour au bout de 6 mois, donc son horloge indique 6 mois, c'est l'horloge blanche que j'ai mis à droite avec le 6. Mais l'horloge de l'autre qui est resté sur Terre, qui regarde à travers son live, là, il a une caméra, et derrière la caméra il y a une horloge, il la regarde, et il voit cette horloge rose qui est restée sur Terre, et comme il voit son jumeau qui est resté sur Terre au ralenti, il le voit 2 fois moins vite, eh bien cette horloge n'indique que 3 mois. Bon. Voyons ce qui va se passer ensuite. Pour le bonhomme qui est resté sur Terre, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Il regarde le jumeau qui est sur Terre, il voit son horloge rose, celle qu'il voit à travers sa caméra. Il la voit faire 6 mois lorsque le bonhomme fait demi-tour. Mais comme il a vu l'autre jumeau qui est dans la fusée, comme il l'a vu au ralenti, lui, sur Terre, il s'est écoulé 12 mois. Ouais, parce qu'il a vu la vie de l'autre au ralenti. Donc, pour qu'il voit l'autre faire demi-tour au bout de 6 mois, c'est que chez lui, il s'est passé 2 fois plus de temps, donc 12 mois. J'espère que vous me suivez toujours, parce qu'on va calculer ce qui se passe au retour. Alors, retenez bien tout ce que j'ai dit. Au retour, l'effet Doppler, il marche en sens inverse. Les deux personnages se rapprochent, et du coup, ça va? Pourquoi Madame Perrier est apparue avec... Tout va bien? C'est pour dire que tu me suis. Super, merci. Au retour, les deux jumeaux se rapprochent, et l'effet Doppler marche en sens inverse. Rappelez-vous, quand l'ambulance se rapproche de vous, on entend le son plus aigu, car la fréquence est plus grande. Et bien c'est pareil pour ces deux personnes qui s'observent en live aussi également. Donc les deux jumeaux, chacun de son côté, voient l'autre en accéléré, parce que la fréquence augmente du fait qu'ils se rapprochent l'un de l'autre. En accéléré, 2 fois plus vite. Tout à l'heure c'était 2 fois plus lentement, maintenant c'est 2 fois plus vite. On va faire le calcul. Le temps observé est égal à 0,5 fois le temps propre, c'est-à-dire qu'il s'écoule le temps observé 2 fois plus vite que le temps propre. Bien. Quand le bonhomme est revenu sur Terre, on va y arriver, son voyage a duré 6 mois dans son temps propre à lui. 6 mois aller, 6 mois retour. 6 plus 6, ça fait 12. Le jumeau qui est dans la fusée revient au bout de 12 mois de son point de vue à lui. Mais quand il regarde le jumeau qui est resté sur Terre, rappelez-vous tout à l'heure, quand il fait demi-tour, au bout de 6 mois, il n'a vu que 3 mois s'écouler sur l'horloge observée, l'horloge rose de son jumeau, parce qu'il l'a vu en ralenti. Quand il revient, c'est l'inverse. Il lui faut 6 mois pour revenir, mais l'horloge rose, comme elle va 2 fois plus vite cette fois-ci, il la voit faire 12 mois. 3 plus 12, ça fait 15. Donc, quand le jumeau qui est dans la fusée revient sur Terre, il s'est écoulé 12 mois dans son référentiel à lui, 6 mois aller, 6 mois retour.
alors qu'il n'a vu, il a observé par contre 15 mois s'écouler dans le référentiel du mec qui restait sur Terre. 3 à l'aller, 12 au retour, 15 mois au lieu de 12. Ça veut dire que le bonhomme qui restait sur Terre, il est plus vieux de 3 mois lorsque celui qui a fait le voyage est revenu sur Terre. Voilà le paradoxe des jumeaux expliqué en 5 minutes chrono. Vous n'avez peut-être pas tout compris, mais c'est pas grave. Vous repenserez à tout ça calmement chez vous. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a ce décalage des horloges. Et donc, si les horloges sont décalées, l'horloge fonctionne selon les mêmes lois physiques que le corps humain, ça veut dire que les deux personnages, eux aussi, sont décalés. Il y en a un qui est plus vieux que l'autre. Bon, on a fait cette expérience avec des horloges atomiques dans des avions, on l'a fait avec des horloges atomiques dans la station spatiale, et oui, on a pu vérifier effectivement que ce décalage existe bien. Alors, à la vitesse où va un avion ou la station spatiale, le décalage est infime. C'est quelques nanosecondes observées sur l'horloge qui diffèrent en retour. Là, j'ai pris un exemple extrême. Aller à 3/5 de la vitesse de la lumière, on ne sait pas encore faire. Mais si on savait faire, eh bien, on observerait ce décalage de 15 mois pour un voyage de 6 mois. Si le voyage est encore plus long, le décalage entre les deux est lui-même encore plus grand. Voilà, je vais passer là-dessus, puisque finalement, c'est recalculer la même chose d'une autre façon. Ce monsieur-là, il est allé 879 jours dans l'espace. Donc, par rapport aux terriens qui sont restés sur Terre, pour lui, dans son référentiel à lui, le temps s'est toujours écoulé de la même façon. Mais par rapport à nous, observateurs terrestres, eh bien, il est moins vieux que nous, de 22 millisecondes. De son point de vue, il n'a pas gagné 22 millisecondes de vie. Dans son référentiel, le temps s'écoule toujours pareil. Mais nous, on le voit plus jeune que nous, de 22 millisecondes. Voilà, elle va à 28 000 km, la station spatiale. Bon, une autre conséquence de la relativité restreinte, c'est le fameux modèle standard. Pas rentrer dans les détails non plus, mais c'est la liste des particules et des interactions qui existent, qui sont connues à ce jour, et qui ne peuvent pas s'expliquer sans l'équation de Dirac, donc sans l'équation de Schrödinger, auquel on a ajouté la relativité restreinte d'Albert Einstein. J'ai parlé tout à l'heure de centrale nucléaire. Une des conséquences du modèle standard et des équations dans lesquelles la relativité est une des théories de base. Une des conséquences, c'est le fait que des protons, des neutrons peuvent fusionner entre eux, ou des protons avec d'autres protons. On peut faire tout un tas de réactions rigolotes, comme celles qui ont été imaginées par ce monsieur, Georges Gamow, qui explique comment le lithium a été fabriqué au début de l'univers, et plus depuis. C'est pour ça que c'est rare. Il n'y en a pas qui a été fabriqué depuis 15 milliards d'années environ qu'existe notre univers. Donc des implications vraiment fondamentales, puisque grâce à ces phénomènes de réaction nucléaire, je l'ai dit, on fait fonctionner des centrales, on fabrique de l'électricité, et ça explique aussi tout ce qui est radioactivité. Donc énormément de pans de la physique moderne dépendent de la relativité. L'équivalence masse-énergie nous dit que une énergie et une masse, en fait, c'est la même chose. C'est un peu la même chose. Une masse peut donner à une énergie avec la fameuse équation E égale mc2. Cette énergie qu'on appelle l'énergie de masse est strictement équivalente à la masse elle-même. On peut passer de l'un à l'autre. On peut convertir de la masse en énergie, comme dans les réactions nucléaires. Et on peut aussi, au contraire, convertir de l'énergie en masse, comme dans les accélérateurs de particules, où on fabrique de nouvelles particules à partir de l'énergie issue de l'accélération des particules initiales. Donc c'est valable dans les deux sens.
Et cette équivalence entre masse et énergie, j'ai mis le petit schéma là en bas pour vous expliquer qu'elle découle en fait d'une autre équivalence dont vous avez peut-être entendu parler, qui est l'équivalence entre onde et corpuscule, qui dit qu'à l'échelle quantique, une onde peut être considérée aussi bien, une particule, un proton par exemple, ou un électron peut être aussi bien considéré comme une onde que comme une particule. C'est vrai pour le photon, pour la lumière, voilà, c'est vrai pour toutes les particules. Et ça, si on applique la relativité à cette dualité onde-corpuscule, eh bien, on obtient l'équivalence entre masse et énergie, c'est strictement équivalent. Bon, ça, je vous ai schématisé un petit peu une étoile, là, avec les schémas que je n'expliquerai pas en détail, mais on a dans les étoiles des protons qui fusionnent entre eux pour fabriquer de l'hélium. Les protons, en fait, c'est l'hydrogène, c'est la même chose. Donc, pour ceux que ça intéresse, il y a l'équation en bas à gauche. Hein. On a 4 atomes d'hydrogène qui donnent un atome d'hélium, puis quelques autres particules amusantes, et de l'énergie surtout. De l'énergie, de la masse. La masse de tous les atomes d'hydrogène qui ont fusionné ne se retrouve pas dans la masse de l'atome d'hélium. Et donc, une partie de cette masse, en fait, elle est émise sous forme de lumière, sous forme de chaleur. Et c'est ce qui explique l'énergie des étoiles. L'énergie du Soleil, elle vient de là. Et pour rappel, l'énergie du Soleil, c'est l'essentiel de l'énergie qu'on a sur Terre. On peut capter l'énergie du Soleil directement sous forme d'éolien, sous forme de panneaux solaires, sous forme de marées. Non, les marées, ça n'a rien à voir, excusez-moi. Je m'égare. Éolien ou solaire, c'est de l'énergie solaire. On peut aussi capter cette énergie dans des micro-organismes, les faire macérer pendant des millions d'années et obtenir du pétrole. Ou capter cette énergie dans des arbres, les fossiliser et obtenir du charbon. Donc, toutes les énergies qu'on a sur Terre aujourd'hui, pas toutes, mais une majorité d'entre elles, c'est l'énergie solaire. Donc, de l'énergie qui découle de la relativité et de la fameuse équation E égale mc. C'est quand même assez fou de se dire que toute cette énergie qu'on utilise au quotidien, elle vient à la base de 4 protons qui ont fusionné pour donner de l'hélium. Bon, j'ai terminé ma première partie. J'espère que je n'ai pas été trop long, mais si jamais vous n'hésitez pas à me dire si jamais il faut que j'accélère. Je passe à la partie 2, la relativité générale. Et pour expliquer cette partie, on va commencer par le principe d'inertie. Le principe d'inertie. Alors, je vois qu'il y a une question. Quel est le fonctionnement de la technologie qui permet de capter les neutrinos et ainsi de photographier le salaire intermédiaire? La technologie, en détail, c'est un peu compliqué. Donc, je ne vais pas avoir le temps de rentrer dans les détails, mais effectivement, pour répondre quand même un petit peu à la question qui vient d'être posée, on a des neutrinos hein, dans l'équation, dans le bilan que j'ai marqué en bas. On a de l'hélium, des électrons, 2 neutrinos et 2 photons. Ces neutrinos, ils traversent la matière, donc ils peuvent traverser le Soleil sans être arrêtés, ils traversent la Terre sans être arrêtés. Des milliards de neutrinos vous traversent en ce moment même sans que vous le sentiez. Quelques-uns, quand même, réussissent à interagir avec des électrons et former ce qu'on appelle une lumière Cherenkov, qui, sans entrer dans les détails, permet d'observer qu'un neutrino est passé par là. Et donc, effectivement, de voir ce qui se passe au cœur du Soleil. Si on détecte un neutrino sur Terre, ce neutrino, il vient directement du cœur du Soleil sans avoir interagi avec personne d'autre sur le chemin. Comment une étoile a-t-elle pu naître? Les étoiles naissent, c'est bien justement, c'est les petites flèches que j'ai mises sur le schéma en haut à gauche, les flèches marron, qui indiquent en fait une étoile née sous sa propre gravité. C'est du gaz qui se rapproche, et à force de s'attirer, ce gaz, ça commence à faire une masse importante. Et ça comprime le cœur de l'étoile, qui va être à la fois chauffé et mise en pression. Cette mise en pression, cette température qui permet la fusion des protons entre eux. Sans quoi les protons ne fusionneraient pas, car ce sont des particules de charge positive qui normalement se repoussent par la loi de l'électromagnétisme.
Si elles arrivent à fusionner dans le Soleil et dans les étoiles, c'est parce que c'est grâce à cette pression qui est exercée sur eux par la masse de l'étoile. Donc c'est grâce à la gravité que ces étoiles se forment et fabriquent leur énergie. Ça me fait d'ailleurs une bonne transition, puisque la relativité générale, dont j'ai prévu de parler maintenant, c'est la relativité qui explique la gravité. La relativité restreinte, elle est fondamentale en physique quantique, donc pour expliquer notamment l'électromagnétisme, mais aussi les forces nucléaires, dont je n'ai pas parlé, dont je ne parlerai pas. La gravité, elle, c'est la relativité générale. Et c'est vrai que sans gravité, non plus, on n'aurait pas d'étoiles. Donc, c'est une transition vraiment intéressante. Alors, je reviens au principe d'inertie. Lorsqu'une pomme tombe, elle est subie des forces, en l'occurrence la force de gravité qui l'a fait chuter vers le bas, et qui l'a fait d'ailleurs chuter de plus en plus vite, car l'accélération subie par cette pomme est égale à la force divisée par sa masse. Donc, pour une force constante, la gravité est une force constante, la masse de la pomme aussi est constante, l'accélération, du coup, à laquelle la pomme tombe est également constante. Et un objet qui est soumis à une accélération constante voit sa vitesse augmenter de manière linéaire et voit sa position également augmenter, mais avec cette fois une valeur au carré, un petit t au carré. Bon, bref, je m'égare. Là, la pomme elle tombe verticalement parce que la gravité est vers le bas. La force de gravité qui est due à l'attraction terrestre est vers le bas. Mais horizontalement, il n'y a pas de force. Donc l'accélération de la pomme, horizontalement, elle est nulle, et donc sa vitesse est constante. C'est pour ça qu'on parle de référentiel inertiel, comme je disais au tout début de la conférence, pour parler de ces fameux référentiels en translation rectiligne uniforme. C'est des référentiels dans lesquels la vitesse de la barque ici est constante, parce qu'il n'y a aucune force qui s'applique horizontalement sur la barque. Bon. Maintenant, imaginons que la barque accélère. La barque accélère vers la gauche, elle va de plus en plus vite. Et bien, du point de vue de l'observateur, enfin non, pas du point de vue de l'observateur, excusez-moi, du point de vue de la barque, hein, pour quelqu'un qui est dans la barque, la pomme, au lieu de tomber tout droit, elle va tomber vers l'arrière. Elle va être soumise à ce qu'on appelle une force d'inertie. Quand la barque accélère, la pomme elle, tombe toujours à la même vitesse par rapport au référentiel terrestre, on a l'impression qu'elle recule. En fait, c'est la barque qui accélère. Mais quand on est dans la barque, on a l'impression que c'est la pomme qui ralentit, donc qui va en arrière. Encore une fois, c'est qu'une question de point de vue. Donc c'est comme si la pomme ralentissait, et si elle ralentit par rapport à la barque, c'est qu'elle est soumise à une force. C'est cette force qu'on appelle Fi, la force d'inertie d'entraînement, qui est égale à moins m, la masse de la pomme, fois l'accélération de la barque. Parlons maintenant de masse inerte et de masse grave. Vous connaissez peut-être l'expression, sans doute d'ailleurs, puisque vous êtes étudiant à l'IPSAC, la majorité d'entre vous. P égale mg, l'expression du poids. Le m qui est dans cette expression, c'est la masse grave. C'est la masse qui intervient dans l'expression de la force de gravitation. L'attraction terrestre ici, ou dans n'importe quelle autre force d'attraction gravitationnelle, ça va être ce qu'on appelle la masse grave. La masse qui apparaît dans l'expression de la force d'inertie que j'ai donnée tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle la masse inerte. À droite, là, vous avez une fusée, par exemple, qui accélère vers le haut. La fusée accélère vers le haut. Du coup, les objets qui sont dans la fusée, on dirait qu'ils ralentissent vers le bas. On dirait qu'ils sont soumis à une force qui les pousse vers le bas. Force d'inertie, elle dépend de l'accélération de la fusée et de la masse inerte. Alors, on note ces deux masses, masse grave et masse inerte, on les note petit m, hein, donc il y a peut-être une raison à ça. En fait, c'est peut-être les mêmes. Les deux situations sont équivalentes, en fait. C'est ce qu'on appelle le principe d'équivalence en relativité générale. On ne peut pas distinguer l'un de l'autre. Le cycliste là, qui tombe vers la Terre et celui qui est dans la fusée, pour peu qu'il soit soumis à la même force, on ne peut pas les distinguer. Il est impossible pour lui de dire « je suis soumis à une attraction terrestre » ou
je suis soumis à une force d'inertie. C'est impossible de distinguer les deux. C'est vraiment fondamental, ça. Il y a encore des satellites qui sont lancés aujourd'hui pour vérifier ce principe d'équivalence, et jusqu'à maintenant, il n'a jamais été contredit. C'est de dire que la masse grave est égale à la masse inerte, que la gravité ou la force d'inertie, en fait, c'est la même chose. C'est totalement indistinguable d'un point de vue physique fondamental. Bon, ça a des implications pour une station spatiale, par exemple, qui tourne autour de la Terre. Là, je vous ai mis en pointillé la trajectoire d'une station spatiale. Il y a le poids vers le bas, mais comme la station spatiale tourne autour de la Terre, elle est soumise à une accélération, et cette accélération implique une force d'inertie pour les gens qui sont dans la station, qui est égale à moins m fois a. Et si les deux sont égales, les personnes qui sont dans la station spatiale ne sont finalement soumis à aucune force. Leur force, qu'on appelle plus couramment la force centrifuge, qui est vers le haut, qui est due à la rotation, elle est égale au poids qui est vers le bas. Et quand les deux sont égaux, ils s'annulent. Donc c'est pour ça qu'on est en apesanteur dans la station spatiale, parce que la rotation compense parfaitement le poids. Einstein, lui, il arrive en 1915, donc quelques années après 1905, après la relativité générale, et il arrive à trouver, non sans mal, il a eu beaucoup de difficultés. Il est parti du principe d'équivalence que je viens d'énoncer, qui était un principe qu'il avait compris comme ça, avec les mains, qu'il avait compris par intuition, mais il a mis beaucoup de temps, Albert Einstein, pour arriver à aboutir à des équations physiques à partir de ce principe simple. Donc il y arrive en 1915, finalement 10 ans c'est pas si long quand on réfléchit. Il a eu d'ailleurs quelques, on va dire, des concours avec des mathématiciens qui essayaient aussi, comme lui, d'aboutir à des équations valables. Et c'est Einstein qui a réussi le premier, alors que ce n'était pas un bon mathématicien, c'était le meilleur physicien. Il a quand même réussi à s'approprier ces mathématiques très complexes qui lui ont permis d'aboutir à ce qu'on appelle l'équation d'Einstein. Rien à voir avec E égale mc2. E égale mc2, c'est l'équation d'équivalence masse-énergie, qui est aussi due à Einstein, mais celle qu'on appelle l'équation d'Einstein entre physiciens, c'est celle-là. C'est celle qui relie, et encore une fois, je ne rentrerai strictement pas dans les détails de qu'est-ce que signifie chaque terme, mais cette équation relie en bleu la courbure de l'espace-temps et en vert le contenu de l'espace-temps en matière et en énergie, puisque je vous rappelle que matière et énergie sont parfaitement interchangeables et équivalents l'un avec l'autre. Cette équation, elle est importante, hein. Elle nous dit que s'il n'y a pas de masse et d'énergie dans l'univers, il n'y a pas non plus d'espace-temps. Einstein relie vraiment. Et c'est ce qu'il avait commencé à faire avec la relativité restreinte, en disant que le temps n'est pas absolu, mais dépend du référentiel. Est-ce qu'on a le temps propre, puis on a le temps observé qui est différent. Bon, on avait déjà parlé dès Galilée, du fait que l'espace lui-même pouvait être modifié par le point de vue propre ou le point de vue observateur. Finalement, la relativité générale, comme son nom l'indique, c'est une généralisation de ces deux concepts. C'est le fait de dire que l'espace-temps, il dépend non seulement du référentiel, mais il dépend carrément en fait du contenu en matière et en énergie. Donc le vide n'existe pas, parce que le vide, ça voudrait dire qu'il n'y a pas d'espace-temps, donc il n'y a pas de matière et d'énergie. C'est pas possible. C'est pas possible qu'il n'y ait pas d'espace-temps. Voilà, donc il n'y a jamais de vide, c'est jamais le vide total dans l'espace. Bon, et puis ça s'influence réciproquement, c'est là où ça devient. Ces équations sont très complexes, hein, c'est des équations qu'on peut mettre sous la forme de matrices avec des dérivées partielles. Pour ceux qui voient de quoi il s'agit, c'est très très complexe. On utilise effectivement l'outil mathématique qu'on appelle le tenseur. Personnellement, je ne maîtrise absolument pas. Donc je ne peux pas répondre à la question qui vient d'être posée. Pouvez-vous nous expliquer le principe du tenseur? Malheureusement, non, je ne peux pas, parce que ça fait trop longtemps que je n'ai pas manipulé cet objet mathématique. Bon, en tout cas, ça s'influence, c'est ça qui est amusant. Donc si on met une masse
dans l'espace-temps, cette masse va modifier la courbure de l'espace-temps et donc va modifier la trajectoire des objets qui sont autour. Mais ces objets eux-mêmes sont des masses ou de l'énergie, donc ils vont également eux aussi modifier en retour l'espace-temps. Et donc c'est pour ça que ces équations sont complexes à maîtriser, parce que ça fait en permanence des allers-retours entre les deux côtés de l'équation. La relativité d'Einstein a été démontrée depuis fort longtemps par un Anglais, en 1915, hein, vous voyez la date, on n'était pas loin de... On était en pleine Première Guerre mondiale, Albert Einstein était allemand avant de devenir apatride, et c'est un Anglais qui a démontré la théorie, bien que les deux pays étaient en guerre l'un contre l'autre. 1919, Eddington a fait le voyage. Le 29 mai 1919, très précisément, il est allé en Amérique du Sud pour mesurer, durant une éclipse, la trajectoire des rayons lumineux venant d'étoiles lointaines en passant à proximité du Soleil. Donc sur ce schéma, en fait, on voit en bleu foncé, on voit la trajectoire réelle des rayons lumineux qui ont été décalés par la courbure de l'espace-temps induite elle-même par la masse du Soleil. Donc la trajectoire n'est pas droite à cause de la masse du Soleil. Et du coup, on a l'impression, et c'est la ligne en pointillé que j'ai mis au-dessus, on a l'impression que l'étoile, elle est plus haute que ce qu'elle est en réalité. Donc ça a pu être observé. Pendant l'éclipse, évidemment, on ne voit pas les étoiles en plein jour, hein, c'est difficile de mesurer le fait que les étoiles se déplacent autour du Soleil. Imaginez, le Soleil se déplace dans le ciel, et puis les étoiles qui sont autour, elles se déplacent légèrement, un peu comme un effet de lentille. Voilà, donc c'est pas mesurable en plein jour, mais pendant l'éclipse, on voit les étoiles qui sont autour du Soleil. Et pour l'anecdote, sachez que la mesure était très précise, 0,0005 degrés de décalage, qui confirme parfaitement la prédiction d'Einstein. Fabuleux. Si on va plus loin et qu'on observe de la lumière venant de galaxies très lointaines, et que cette lumière elle est passée à proximité d'un amas massif, là ce qu'on voit sur l'image de gauche, c'est un amas qui contient beaucoup de galaxies, beaucoup de masse, donc un amas très massif. Cet amas massif va déformer la lumière qui vient de galaxies plus lointaines, qui sont au-delà. Et ces galaxies plus lointaines, regardez bien l'image, on les voit sous forme d'arc. On les voit derrière, en fait. Cette déformation, donc, est due à la masse de l'amas qui est en avant-plan. Elle est due à la relativité générale. Elle est due à la déformation de l'espace-temps par son contenu en masse et en énergie. La courbure de l'espace-temps et la gravité sont identiques, me demande-t-on. Oui, tout à fait. La courbure de l'espace-temps explique la gravité. Et donc, inversement, la gravité, c'est une constante de l'espace-temps. Voilà, donc vous les voyez, ces petites lentilles, là, j'espère. On ne les voit pas bien sur... Ah si on regarde, c'est bien, on les voit, tous ces arcs. Ce sont des galaxies qui sont bien plus loin que celles qui sont en avant-plan sur l'image, qui sont très grosses. C'est des galaxies très très loin, qu'on voit comme ça déforme. L'implication de ça, c'est qu'on peut mesurer justement la masse de l'amas qui est entre nous, le gros amas que j'ai représenté par un gros tas jaune sur le dessin de droite. On peut calculer sa masse, parce que plus il est massif, plus il va déformer l'image des galaxies qui sont derrière. Et ça aboutit à quelque chose qui est assez bizarre dans la physique moderne, dans l'astronomie moderne, qui est ce qu'on appelle la matière. Si on mesure la masse des galaxies qui sont en avant-plan par rapport à leur lumière, on dit voilà, il y a tant de lumière, donc ça veut dire qu'il y a tant d'étoiles, parce qu'on connaît la luminosité d'une étoile. On fait cet exercice et on compare à la masse qu'on détermine par le phénomène de l'antigravitationnel. On ne trouve pas du tout le même résultat. C'est un peu embêtant. Donc on trouve en fait qu'il manque de la masse. On mesure, grâce à la relativité générale, une masse qui est bien plus grande que celle qu'on peut voir, que celle qu'on mesure en comptant tout simplement les étoiles. Alors ce rapport entre masse totale et masse lumineuse, il est égal à 1 dans le système solaire. Il ne semble pas y avoir de matière noire dans le système solaire.
Et puis, plus on va sur des objets qui sont gros, galaxies spirales, galaxies elliptiques, groupes de galaxies, amas de galaxies, univers dans son ensemble, on a de plus en plus de la masse totale est de plus en plus grande par rapport à la masse lumineuse, celle des étoiles. Il y a de plus en plus de matière. Le rapport est de 400 dans l'univers dans son ensemble, ce qui veut dire qu'il y a 400 fois plus de masse dans l'univers que la masse simplement des étoiles. Qu'est-ce que c'est que cette masse invisible? Bonne question. J'ai justement une diapo qui récapitule un petit peu tout ça. Dans quel sens le lire, ce diapo? Commençons par la gauche. À gauche, c'est le contenu total en masse et en énergie de l'univers. On a 73% de constante cosmologique, qu'on appelle aussi l'énergie noire. C'est de l'énergie, c'est pas de la masse, mais on ne sait pas du tout ce que c'est. Ne le demandez pas, personne ne sait. On est en train de chercher, hein, il y a des chercheurs qui auront peut-être la réponse dans quelques temps, mais pour l'instant, on ne sait pas. Il y a 27% de matière, donc de masse, et parmi ces 27% de matière, il y a 23% il y a 4% de matière normale, hein, celle qui constitue les planètes, les étoiles, les êtres vivants, et 23% on ne sait pas ce que c'est. On appelle ça la matière noire. J'ai mis 3 points d'interrogation parce que ça fait aujourd'hui presque 70 ans qu'on connaît l'existence de cette matière noire, mais qu'on n'a aucune idée de ce que c'est et qu'on n'a toujours pas le moindre petit indice probant. Ça commence à devenir embêtant. Et sachez aussi que parmi les 4% de matière standard, il n'y a en fait que 0,5% de galaxies, d'étoiles, de planètes, d'êtres vivants. 3,5% restant, c'est du gaz intergalactique. Donc ça représente ce qu'on appelle la masse manquante, parce que pendant longtemps, on a cherché cette masse, on se demandait ce que c'était, puis on a fini par découvrir que c'était le gaz d'hydrogène qui est situé entre les galaxies, qui, vous le voyez, constitue une masse très importante. Masse qui ne sert pas à rien, hein, cette masse de gaz intergalactique, elle tombe par gravité dans les galaxies petit à petit, et elle forme de nouvelles étoiles petit à petit, et c'est grâce à elle qu'on est là aujourd'hui. Bon, on n'a pas fini. Autre conséquence de la relativité générale, l'expansion de l'univers. La relativité restreinte a beaucoup d'implications en physique fondamentale, en physique appliquée également. La relativité générale, par contre, là, c'est vraiment essentiellement de l'astronomie. L'expansion de l'univers, c'est quelque chose que Hubble a découvert en 1929, qui nous dit que les galaxies, que j'ai représentées par des petits schémas tout jolis, avec des différentes couleurs, elles s'éloignent de nous, et qu'elles s'éloignent de plus en plus vite qu'elles sont loin. On prend souvent cette analogie du ballon. Donc, je vais faire comme tout le monde, je vais prendre cette analogie du ballon. Imaginez un ballon de baudruche, vous dessinez des galaxies dessus, puis vous le gonflez. Je gonfle. Les galaxies que j'ai dessinées sur mon ballon vont s'éloigner les unes des autres. Et en fait, deux galaxies qui étaient au départ déjà relativement loin vont s'éloigner beaucoup plus vite que deux galaxies qui étaient au départ très proches. Voilà, deux galaxies que je dessine aux deux opposés de mon ballon, elles vont vraiment s'éloigner beaucoup l'une de l'autre, alors que celles qui étaient au départ à côté vont rester relativement proches. Donc, il faut imaginer tout l'espace-temps, tout l'univers comme un ballon de baudruche. Tout grandit, les trois dimensions d'espace, mais aussi le temps, tout grandit, tout se dilate. Et finalement, c'est ce qui explique que les galaxies semblent s'éloigner de nous. Alors, je vais aller directement à cette diapo pour vous montrer d'une autre façon ce que je viens de dire. Imaginez que les galaxies sont sur un quadrillage. Le quadrillage grandit, les distances entre les galaxies augmentent, mais les galaxies, par rapport à mon quadrillage, elles n'ont pas bougé, elles sont toujours au même endroit. Ce n'est pas vraiment une vitesse, cette expansion de l'univers, c'est une distance qui grandit. Nous aussi, hein, on s'éloigne actuellement à cause de l'expansion de l'univers, mais heureusement, on est maintenus proches les uns des autres par la gravité, l'attraction terrestre, par les forces électromagnétiques qui maintiennent les roches terrestres ensemble et qui les empêchent de s'éloigner. S'il n'y avait pas ces différentes forces,
on serait nous aussi soumis à l'expansion de l'univers au quotidien. On finirait par s'éloigner et disparaître. Mais ce n'est pas le cas, voilà, parce que les forces électromagnétiques à petite échelle et les forces gravitationnelles à un peu plus grande échelle compensent cette expansion au quotidien. Bon, voilà, donc ça c'est une conséquence, encore une fois, de la relativité générale. Ça a beaucoup surpris Albert Einstein au début, ses collègues, qui pensaient, parce qu'à l'époque ils ne connaissaient que la Voie lactée, dans laquelle les étoiles ne s'éloignent pas les unes des autres. Et donc ça les a surpris, cette expansion de l'univers qu'ils trouvaient dans les équations mathématiques. Et il paraît que Albert Einstein aurait dit que c'était la plus grande erreur de sa vie, que d'avoir considéré que cette expansion n'existait pas et qu'il fallait corriger les équations mathématiques pour expliquer cette anomalie apparente. Voilà. C'est grâce à Hubble, en fait, en 1929, que tout le monde a compris que oui, effectivement, l'univers est en expansion. Il est fait de galaxies qui s'éloignent, même si au sein de ces galaxies, du fait de la gravité, les étoiles qui sont dans ces galaxies ne s'éloignent pas les unes des autres. Et on continue sur les implications, puisque si on continue sur cette logique-là, les galaxies s'éloignent, l'univers est en expansion, mais que se passe-t-il si on considère que cette expansion continue, que se passe-t-il? Il y a pendant longtemps deux théories qui se sont opposées. La première, c'est le modèle stationnaire, celle du haut, qui dit qu'en fait, au fur et à mesure que l'univers grandit, de la matière est créée en permanence. Ça, c'est possible. En physique quantique, on peut créer de la matière à partir de rien, à partir en fait de l'énergie qui est dans le vide. D'ailleurs, pour l'anecdote, si on fait le calcul, l'énergie qui est dans le vide a une valeur moyenne de 0, avec un écart-type de infini. Donc, en moyenne, il n'y a pas d'énergie dans le vide, mais statistiquement, avec un écart-type infini, c'est-à-dire que peut y avoir une énergie, toute forme d'énergie, toute forme de particules peut apparaître comme ça du néant. Bref, je ne vais pas digresser plus là-dessus. Le modèle du haut, on suppose que l'univers grandit, mais qu'en même temps la matière se crée, et que donc la densité de l'univers est toujours la même. Le modèle du bas, c'est le modèle du Big Bang, qui suppose que l'univers grandit, mais avec toujours la même quantité de matière qu'au départ. Donc, comme les galaxies s'éloignent les unes des autres, la densité de l'univers diminue, de moins en moins dense. Les objets qui le contiennent sont de plus en plus éloignés les uns des autres. Ça, c'est la théorie du Big Bang. Pourquoi? Parce que si on remonte dans le passé, l'univers est de moins en moins dense. Si on remonte dans le passé, ça veut dire qu'il était dans le passé de plus en plus dense. Ça veut dire qu'il y a un certain temps, l'univers avait une densité infinie. Et ce temps, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'âge de l'univers. Cet âge, il vaut 13,7 milliards d'années, pour être exact. Il y a 13,7 milliards d'années, l'univers avait une densité infinie. La densité infinie, c'est pas possible. Hein. Donc, j'y reviendrai. Je vais d'ailleurs en parler très vite. En diminuant la densité de l'univers, on est passé d'un état où les photons, les protons, les électrons étaient dans le passé très proches les uns des autres, à un état où ils s'éloignent et où donc la lumière peut commencer à passer librement, là où autrefois elle était en permanence arrêtée par des électrons qui lui barraient le passage. Ça s'appelle la recombinaison, ce moment où l'univers est devenu transparent. Et ça, on l'observe justement. C'est une preuve. C'est une preuve à la fois de la théorie du Big Bang et donc, par implication, de la théorie de la relativité générale. Vous voyez, ça, c'est une image qui a été prise par un satellite de ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique. C'est la première lumière qui a été émise lorsque l'univers était très précisément 1300 fois plus petit qu'aujourd'hui, et donc 1300 fois plus chaud. Mais aussi, on fait le calcul en mettant tout ça au cube, parce qu'on est dans un univers à 3 dimensions, l'univers était à l'époque 2 milliards de fois plus dense qu'aujourd'hui. Alors 2 milliards de fois plus dense, ça peut paraître un peu fou, mais aujourd'hui, les étoiles, les galaxies sont très loin les uns des autres. 2 milliards de fois plus dense que l'univers actuel,
c'est pas non plus une densité extraordinaire. Cependant, comme l'univers était plus chaud, eh bien, les photons ne pouvaient pas traverser, il était opaque. Puis d'un seul coup, il est devenu transparent. Ça s'est passé comme ça à une certaine date dans le passé. Cette lumière, on la voit, et donc on sait que l'univers est passé d'un état opaque à un état transparent à un moment donné dans son histoire. C'est la preuve du Big Bang, c'est la preuve de la relativité générale. Alors, si on regarde bien cette image, on voit qu'elle a des couleurs différentes. En fait, c'est des infimes écarts de 1 millième par rapport à la température moyenne. La température moyenne ici, c'est 3 Kelvin. Les écarts sont de 3 millikelvin. C'est très très peu. Et ces écarts ils vont avoir un impact fondamental sur nous, sur pourquoi on est là aujourd'hui. En fait, lorsque l'univers est devenu transparent, il avait une température très homogène, mais à plus ou moins 1 millième de degré. Et du coup, qu'est-ce que ça implique ça? Regardons la diapo suivante pour le comprendre. Les zones qui étaient légèrement plus chaudes, elles contenaient un petit peu plus de matière. Elles ont commencé par gravité à attirer tout ce qui se trouvait autour. Et les zones qui étaient légèrement plus froides, en bleu sur cette image, elles ont commencé à perdre de la matière, puisque cette matière allait vers les zones plus chaudes. Ça s'est continué, ce phénomène, pendant très longtemps. Et, enfin, très longtemps, quelques millions d'années, pas si longtemps en fait. Et puis ça a abouti à la formation des galaxies. Ce tout petit écart de température de 1 millième lorsque l'univers est devenu transparent, à une époque où il était 2 milliards de fois plus dense qu'aujourd'hui, a abouti à la formation des galaxies, grâce à la gravité. Voilà, donc c'est quand même pas rien, ça implique énormément de choses. Ça, c'est une simulation qui a été faite il y a quelques temps, elle s'appelait la simulation Millennium, qui nous montre comment, à partir d'un univers homogène sur l'image qui est en bas à gauche, petit à petit, par gravité, les galaxies, les amas de galaxies d'abord, puis les galaxies, et donc les étoiles que les galaxies contiennent, se forment. Alors ça a l'air joli comme ça, mais je vous dis au passage, pour l'anecdote, qu'on ne comprend rien à la formation des galaxies dans cette simulation. On comprend comment les amas de galaxies se forment, c'est les gros points jaunes qui apparaissent sur la dernière image en haut à droite. Ça, on le comprend très bien. Mais comment les galaxies se forment à l'intérieur de ces amas, aujourd'hui, on a beaucoup de mal. Les équations ne marchent pas. C'est dommage. Encore, voilà, il y a encore des choses à découvrir en science. Il y a encore des points noirs, des choses qu'on ne comprend pas bien. Bon, je vais peut-être passer sur cette diapo, voilà. Ce que manque de temps et je ne voudrais pas non plus vous saouler plus que de raison. Je voulais revenir sur un truc que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit, il y a 13,7 milliards d'années, la densité de l'univers était infinie. C'est ce qu'on appelle l'âge de l'univers. Et en fait, je l'ai dit aussi tout à l'heure, dans l'espace-temps, tout se dilate, aussi bien l'espace que le temps. Ce qui veut dire qu'en fait, 1 milliard d'années, que j'ai représenté par la flèche noire à gauche, dans le passé, ça représentait un peu moins. Parce que dans le passé, le temps était plus petit qu'il n'est aujourd'hui. Et donc, notre flèche du temps là, de 1 milliard d'années, si on se rapproche du Big Bang, on va en compter 13 en tout, ce seront des flèches qui seront de plus en plus petites. Et comme elles sont de plus en plus petites, ben, on va jamais atteindre la cible. Ça, c'est un truc que les Grecs avaient imaginé dans une légende, dont j'ai malheureusement, désolé, oublié le nom. C'était un monsieur qui tirait à l'arc avec une flèche, comme sur ce dessin, dont la taille diminuait au fur et à mesure que la flèche se rapproche de sa cible. Finalement, la flèche n'atteint jamais la cible, parce que plus elle est proche, plus elle est petite, et elle ne l'atteint jamais. Eh bien, c'est ça, l'âge de l'univers, c'est ça. C'est voyager dans le passé, essayer de se rapprocher de l'instant zéro, mais ne jamais l'atteindre, parce que dans le passé, le temps était plus petit qu'il n'est aujourd'hui. Donc, on l'atteint pas. Il n'y a pas d'instant zéro. Et en fait, ce qu'on peut dire, c'est que l'univers existe depuis un temps en réalité infini, mais qu'on mesure aujourd'hui. Aujourd'hui, à l'instant T, aujourd'hui, on mesure 13,7 milliards d'années. C'est une mesure qui dépend du référentiel dans lequel on est. Mais si on se met dans un référentiel propre d'une particule qui aurait voyagé depuis que l'univers existe,
c'est un temps infini qu'on va mesurer. Donc il n'y a pas d'avant le Big Bang, c'est là où je voulais en venir. Il n'y a pas d'avant le Big Bang, parce qu'il n'y a pas eu de Big Bang, en fait. Il n'y a pas d'instant zéro. On peut toujours remonter dans le temps sans jamais atteindre l'instant zéro. Voilà. Donc petit clin d'œil au Bogdanov, malheureusement décédé pour eux, malheureusement pour eux, qui avait fait un livre qui s'appelait Avant le Big Bang, qui avait fait beaucoup parler, puisque les scientifiques n'étaient pas trop d'accord avec leur théorie qui n'avait pas vraiment de sens quand on considère la relativité générale comme quelque chose de réel. Une autre implication de la relativité générale, et là je vais partir dans un truc complètement exotique, même si tout ce que je dis jusqu'à maintenant est probablement déjà relativement exotique, c'est les trous noirs. Il y a quelques années, maintenant, on a eu la première image d'un trou noir. Là voici, première image d'un trou noir dans la galaxie qui s'appelle M87. Elle a été mesurée, cette image, grâce à un télescope énorme qui fait la taille de la Terre, qui est constitué de radiotélescopes qui sont aux quatre coins de la planète et qui mesurent donc cette image en ondes radio. Voilà. Je voulais justement vous expliquer comment fonctionne un trou noir. Donc, je vais revenir à des concepts sur lesquels je suis déjà passé. Prenons un boulet de canon qu'on tire depuis la Terre. Ce boulet de canon, pour rester en orbite, va devoir aller à une vitesse qu'on appelle V1, qui est égale à la racine de Gm sur R, hein, peu importe l'expression. Cette vitesse V1, c'est la vitesse minimale qu'il faut pour rester en orbite circulaire. Sur Terre, c'est 28 000 km/h. La vitesse V2, maintenant, c'est la vitesse qu'il faut pour s'éloigner de la Terre et ne jamais en revenir. J'ai fait plusieurs courbes, là, vous voyez, qui ressemblent à des ellipses. Si je suis à la vitesse V1, je vais faire un cercle, je vais faire une orbite circulaire autour de la Terre. Si je suis à une vitesse un peu plus grande, je vais m'éloigner un peu plus, mais à cause de la gravité, je vais quand même revenir. Et si je vais à la vitesse V2, eh bien, je m'éloigne tellement que je ne reviens jamais, je vais jusqu'à l'infini et au-delà. Cette vitesse qu'on appelle aussi couramment la vitesse de libération, c'est la vitesse V2. Voilà. Sur Terre, aux racines de 2 fois 28 000 km/h, vous ferez le calcul, je ne sais plus combien ça fait. Ça fait un petit peu plus que la vitesse pour rester en orbite. Maintenant, supposons un trou noir. Un trou noir, c'est une masse très dense. Et on voit sur cette expression hein, qu'il y a la masse en haut et il y a le rayon en bas. Plus l'objet est dense, plus la vitesse de libération est grande. Un trou noir, c'est ni plus ni moins qu'un objet où la vitesse de libération, donc la vitesse nécessaire pour s'éloigner du trou noir jusqu'à l'infini et ne jamais revenir, cette vitesse de libération, elle est supérieure à la vitesse de la lumière. Or, personne ne peut aller plus vite que la vitesse de la lumière, c'est impossible. Ce qui veut dire que quand on est dans un trou noir, on ne peut pas en sortir. Il faudrait aller plus vite que la vitesse de la lumière pour pouvoir en sortir, mais ça c'est impossible. Donc, vous pouvez aller à la vitesse que vous voulez, vous vous éloignerez du centre du trou noir, mais la gravité va toujours vous ramener, vous ne pourrez jamais en sortir. Voilà, c'est ça, c'est tout simplement ça, ce qu'on appelle un trou noir. La vitesse de libération égale à la vitesse de la lumière. Ou plus, d'ailleurs, ça peut être encore beaucoup plus. On en déduit d'ailleurs un facteur de Lorentz dit gravitationnel, c'est l'équation que j'ai mis à côté de la petite horloge, qui fait que, bon, imaginons des photons qui soient émis depuis quelqu'un qui se rapproche du trou noir. Hop, vous imaginez toujours les deux jumeaux de tout à l'heure, vous regardez le jumeau s'approcher du trou noir. En fait, le live que vous regardez des jumeaux qui s'approchent du trou noir, il va être ralenti de plus en plus, parce que les photons qu'il vous envoie, ils vont avoir de plus en plus de mal à s'échapper du trou noir. Ils sont de plus en plus attirés par lui, donc ils arrivent de plus en plus difficilement et donc de plus en plus lentement. Donc quand vous observez le live de votre jumeau qui fonce vers le trou noir, vous le voyez au ralenti, au ralenti, au ralenti. Puis lorsqu'il franchit ce qu'on appelle l'horizon du trou noir, vous voyez votre jumeau s'arrêter. Son temps s'arrête définitivement parce que vous ne recevez plus de lumière, vous ne recevez plus son live, c'est terminé, plus rien ne peut sortir du trou noir, vous ne le captez plus, c'est fini. Donc le temps s'arrête. Pas n'importe quel temps, hein, pas le temps propre, pas le temps du jumeau qui fonce dans le trou noir pour que l'horloge continue à tourner normalement, mais le temps observateur, celui vu depuis un observateur extérieur, va jusqu'à s'arrêter complètement.
lorsque l'objet rentre dans le trou noir. C'est un peu fou quand même, quand on y pense. Voilà. Alors les trous noirs, c'est des objets qui contiennent des choses autour et qu'on peut voir du coup à cause du gaz qui tourne autour très vite et qui chauffe et qui émet de la lumière. Voilà, c'était juste pour expliquer pourquoi l'image des trous noirs qu'on a vu tout à l'heure, c'est pas noir, c'est pas le trou noir qu'on voit en fait, on voit ce qui est autour et qui émet de la lumière avant de disparaître pour toujours. J'en viens à une dernière application de la relativité générale, c'est les ondes gravitationnelles. Comme deux objets tournent l'un autour de l'autre, ces deux objets vont déformer chacun de leur côté l'espace-temps, vont le courber. Et cette courbure de l'espace-temps, en fait, comme elle est cyclique, elle est périodique, eh bien, ça va faire des vagues. L'espace-temps va se déformer de manière à faire une onde qui va se propager jusqu'à nous, qu'on appelle une onde gravitationnelle. Et cette onde, on peut la détecter, figurez-vous, par le fameux interféromètre de Michelson, c'est comme ça qu'il s'appelle, voilà, dont j'ai parlé au tout début. En fait, lorsque l'onde gravitationnelle arrive jusqu'à nous, elle va légèrement modifier le trajet lumineux bleu par rapport au trajet lumineux rouge. Du coup, le détecteur nous permet de voir ce qui se passe, parce que les deux trajets lumineux, comme je disais tout à l'heure, n'arrivent plus en phase. Et on voit qu'il s'est passé quelque chose. C'est totalement imperceptible, c'est vraiment minime. Vous vous rendez compte, je suis en train de vous dire que des longueurs sont modifiées de manière périodique par des ondes qui viennent du confin de l'espace. C'est vraiment tout petit. C'est pour ça qu'on doit faire des détecteurs comme celui que j'ai mis sur l'image ici, qui font plusieurs kilomètres pour pouvoir observer ça. Mais on a réussi à faire. On a observé ces ondes gravitationnelles et donc on a, une fois de plus, parce qu'il y a déjà beaucoup de preuves, démontré la relativité générale. Eh bien, figurez-vous que je suis arrivé à la fin de ma conférence. Je vous remercie pour votre attention. Et évidemment, si vous avez encore quelques questions, je suppose que je dois pouvoir y répondre. Merci beaucoup, monsieur Lamarie. Je ne sais pas si vous avez vu l'ensemble des questions que je me suis permis de publier. Alors, il fallait cliquer sur Published, alors je découvre. Oui. Les questions que j'ai vues au fur et à mesure. Alors, un changement de tenseur qui provoque l'éloignement des galaxies, je ne sais pas, encore une fois, je vous ai dit, je suis désolé des tenseurs, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Navré. Le rayon de l'univers est 13,7 milliards d'années-lumière, mais l'univers est beaucoup plus vaste. Alors, pourquoi n'est-il pas plus âgé? Alors, il faut distinguer plusieurs choses pour répondre à cette question. L'univers observable, effectivement, c'est l'univers qui contient tous les objets dont la lumière a eu le temps de nous parvenir depuis que l'univers existe. Comme l'âge de l'univers, c'est 13,7 milliards d'années, aucun objet plus loin que 13,7 milliards d'années-lumière, en termes de distance, n'a eu le temps de nous envoyer une image depuis que l'univers existe. Ces objets, on ne les voit pas encore, ceux qui sont plus loin. Donc c'est la taille de l'univers observable. Cependant, c'est difficile de parler de taille d'univers quand on sait que l'univers est en expansion. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? 13,7 milliards d'années-lumière, c'est la taille au sens où c'est la distance que la lumière a pu parcourir dans l'univers observable. Mais le temps que la lumière parcourt cette distance, l'univers a beaucoup grandi. Donc il est beaucoup plus grand que ces 13,7 milliards d'années-lumière. Il est plus grand parce qu'il a grandi entre-temps. Il est 3 fois plus grand, si on fait le calcul précisément. Donc, l'univers observable est bien plus vaste que la distance que la lumière a pu parcourir. Voilà. Ensuite, il y avait marqué « Je veux l'univers observable ». Ça, c'est pas une question. Peut-être, je ne sais pas. Si c'est une question, en tout cas, il manque un point d'interrogation. Je pense que c'était une fois complété. Je veux dire je veux dire l'univers observable. Oui, d'accord. Ok. C'est comme ça qu'on détecte les séismes. Non, on ne détecte pas les séismes avec des interféromètres, on les détecte avec
sismographes qui sont des aiguilles qui sont accrochées à une masse très lourde, donc par inertie, la masse ne va pas bouger, mais en revanche, le rouleau sur lequel on écrit, lui, va bouger en même temps que la Terre. Et la différence entre les deux, le mouvement du rouleau et le mouvement du stylet qui lui est nul grâce à son inertie, fait qu'on détecte le tremblement de terre. Là, c'est pas un tremblement de terre gravitationnel, c'est un tremblement d'espace-temps. C'est beaucoup plus fou, mais minime, un tremblement vraiment infime. Je n'ai pas le chiffre exact, je ne me souviens plus, mais c'est très faible, très difficile à détecter. Bon, après, on a des merci, donc je vous remercie de votre attention, et merci pour vos compliments. Est-ce qu'il y a une part de vérité dans l'interstellar? Oui, quand ils se posent sur une planète qui est proche d'un trou noir, et que sur cette planète, le temps s'écoule normalement pour eux, mais d'un point de vue de l'observateur extérieur, beaucoup plus lentement, c'est parfaitement réaliste. Hein. Par contre, à la fin d'Interstellar, il remonte dans le temps. Ça, c'est pas possible. On ne peut pas aller dans le passé. C'est totalement contraire aux équations de la relativité. Peut-être qu'un jour, on trouvera un moyen de modifier ces équations pour remonter dans le temps, mais ça paraît assez peu probable, parce que si nos lointains descendants dans le futur avaient trouvé le moyen de remonter dans le temps, probablement qu'ils seraient venus nous dire coucou, mais ils n'ont pas fait. Donc, ça n'a pas l'air d'être possible. Je reviens sur le principe d'équivalence. On entend parfois que le sol qui accélère vers l'eau à cause de la pression interne de la Terre et non les objets qui tombent. On entend parfois que c'est le sol qui accélère vers l'eau à cause de la pression interne et non les objets qui tombent. Je ne suis pas sûr de comprendre cette question. Non, enfin, ça voudrait dire que la Terre se dilate à cause de sa pression, mais ce n'est pas le cas. Hein. La Terre, elle a une forme qui est constante, hein, elle n'est pas en train d'exploser. Et c'est vraiment la gravité qui amène les objets au sol. Donc, je ne suis pas sûr d'avoir compris la question. Selon des observations récentes, des particules allant à des vitesses supraluminiques ont été détectées. Non, non, c'est pas possible. On ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière. Par contre, il peut y avoir des effets d'illusion d'optique sur des particules qui sont éjectées par des trous noirs, par exemple, qui sont éjectées à des vitesses proches de la lumière. Je suis bien incapable de vous l'expliquer comme ça, comme ça par improvisation. Sans m'être préparé, je ne pourrais pas vous l'expliquer. Mais effectivement, c'est ces particules qui sont éjectées par des trous noirs à des vitesses proches de la lumière, par un jeu d'effets d'optique. On a l'impression, dans le ciel, qu'elles vont plus vite que la lumière, mais ce n'est qu'une illusion. Donc, du coup, est-ce que ça remet en cause la théorie d'Einstein? Non, on a une explication, juste un effet d'optique et de parallaxe. Et encore une fois, je ne suis pas capable de l'expliquer comme ça, bout pour point, et ce n'est pas du tout contradictoire avec la relativité. Comment fait-on pour créer de la matière noire et la conserver? Alors, je pourrais vous répondre si je savais ce qu'était la matière noire. Mais le problème, c'est que personne ne sait. Pas même les physiciens théoriciens, ils ne savent pas. Ils ont quelques idées. Il y en a qui pensent que c'est des mini-trous noirs de la taille d'une planète. Ils disent que l'univers en serait rempli et que du coup, on ne les voit pas et que ça expliquerait en partie la matière noire. Il y en a qui pensent que c'est des particules très lourdes, mais qui n'interagissent pas avec la matière, comme les neutrinos dont on parlait tout à l'heure. Il se trouve que les neutrinos sont très légers, mais ils n'interagissent pas avec la matière. Alors, imaginons une particule comme le neutrino qui interagit peu, mais qui serait très lourd. Le problème, c'est que ça fait des dizaines d'années qu'on les cherche, ces particules, dans les accélérateurs, et qu'on ne les trouve pas. Donc, bon, c'est une énigme qui commence à devenir un peu lourde avec le temps. Toujours pas ce que c'est. Donc, on ne sait pas comment créer et donc conserver, malheureusement, si on pouvait savoir. Par contre, on sait créer de l'antimatière. Ça, il n'y a pas de souci. Hein. La conserver, c'est plus compliqué parce que l'antimatière, quand elle entre en contact avec la matière standard, pouf, hop, ça explose, elle s'annihile et ça fait des explosions bien plus violentes qu'une bombe atomique.
un peu compliqué de stocker de l'antimatière. Ça, c'est pas encore faire. Pour regarder Interstellar en physicien, vous pouvez regarder cette conférence de Roland Lehoucq. Merci Madame Papillon. Roland Lehoucq est effectivement un très bon vulgarisateur qui reprend comme ça Tintin, Interstellar, Star Wars, qui essaie d'expliquer avec des lois de la physique. C'est vraiment passionnant, donc je ne peux que abonder dans ce sens. Je suis au bout des questions. Que fait-on? Est-ce qu'on se quitte? Et si dans les 30 prochaines secondes, il n'y a pas d'autres questions, oui, nous allons pouvoir vous remercier encore une fois. Je me joins au message de remerciement pour cette conférence très complète, très vaste. Oui. Et je pense que oui, on pourra se quitter. Vous souhaitant à tous une très bonne soirée. Je vous remercie encore pour cette belle proposition et belle conférence. Bien évidemment, si vous avez d'autres questions, vous connaissez M. Lamaré, vous pourrez lui envoyer des questions. Vous pouvez venir dans mon bureau. Ou en le présente dans le couloir. Si vous avez une hypothèse sur la matière noire, je prends. Hein. Tout prix Nobel est bon à prendre, pas de souci. Parfait. Eh bien, bonne soirée. Sur ce, je vous souhaite à tous une très belle soirée et je vous dis à bientôt. À bientôt. Au revoir.